J'ai été étudiant de peinture à partir de l'âge de 19 ans, non pas dans une grande école nationale, mais au cours du soir de la ville de Paris. Il y a eu la guerre, je me suis sauvé, donc j'ai un peu travaillé avec mes moyens, le peu que j'avais appris en 6 mois au cours du soir. J'ai retrouvé mon professeur pendant l'occupation, qui n'avait pas été fait prisonnier, moi non plus. J'ai repris pendant l'occupation à Paris quelques cours du soir, jusqu'à temps qu'on me convoque pour le STO, où je me suis perdu dans la nature, quoi. Tout a eu une influence sur ma carrière. Je sais qu'en étant militaire, je dessinais tout le temps. Et j'avais une cantine en fer, vous voyez, qui fait à peu près 50 cm de haut sur 60. Je ne sais pas si vous avez connu ces cantines en fer, qu'on m'a piqué dans un dépôt et qui étaient bourrées de croquis de soldats, quoi, de mes aventures quotidiennes. Alors je les ai perdus. Et donc l'environnement a toujours une grande importance pour moi, puisque je vis quand même d'observation. Hein. Tout passe par mes yeux, et donc naturellement, je subis l'environnement. Le premier moment fort, c'est le Louvre, le musée du Louvre. Quand, au bout de l'adolescence, je commençais à travailler chez un avoué pour gagner ma vie. Et là, j'ai commencé à suivre les cours du soir où j'ai rencontré un homme extraordinaire. Vous étiez dans l'atelier de M. Lesbouni. Lesbouni. Donc je devais avoir 18 ans et demi, qui m'a envoyé au Louvre. Et là, c'était vraiment le grand choc de ma vie, parce que pour moi, la peinture, c'était une sorte... C'est ça que je ne me comprends pas non plus. Le dessin, la peinture, c'était une sorte d'appel, mais non précis, et je regardais avec à la fois beaucoup d'attention, beaucoup d'appétit, n'importe quelle production dessinée ou peinte. Je me souviens, à l'époque, j'ai travaillé rue d'Anjou chez cet avoué. Je revenais par la rue Royale, où je pense, il y avait là des boutiques qui exposaient des toiles, mais vous savez, très conformes, des petits chats en train de jouer avec une pelote de laine, un vieux assis qui fume sa pipe près d'une petite masure avec une treille. Vous voyez, ce genre de petites scènes familiales. Et je regardais ça à 1 heure. Et tout d'un coup, ayant connu cet homme, je suis allé au Louvre. Alors que pour moi, le Louvre, c'était un grand magasin. La première réaction vraiment que j'ai eue, c'est après la guerre, quand, avec mes condisciples du cours du soir, nous avons fait une petite exposition rue d'Arru, à l'endroit où il y a cette église orthodoxe à Paris. Et là, j'avais regardé sur le bottin s'il y avait des galeries. Et j'avais relevé dans la périphérie de la rue d'Arru 3 galeries. Donc, la galerie Louise Léris, qui était dirigée par Canveller, mais tout ça, ce sont des noms qui me disaient absolument rien. Donc j'ai envoyé 3 lettres semblables, j'exposais 2 dessins, leur demandant de me donner leur avis sur ce que je faisais, et peut-être à l'occasion les voir. Alors il y en a qu'un qui m'a répondu, c'est ce Canveller. Il m'a dit, mais t'es formidable, comment Canveller t'a répondu, etc. Il est venu voir ce que t'as fait. Ben, je lui ai dit, écoutez, voilà la lettre. Donc quand j'ai su que c'était Canveller, le marchand de Picasso, encore que Picasso, c'était pas au début, j'étais tout à fait un banlieusard ignare, hein. Nous sommes vus tous les 3 mois, pendant 1 année. Et j'apportais là mes gouaches, surtout des gouaches que je faisais à l'époque. Il y a toute une série d'ailleurs qui se trouve dans mon atelier. Peut-être je vous l'ai montré, c'est sur ces reflets d'eau là.
Et à un moment, il m'a dit, écoutez, Poustegui, je commence à rentrer bien dans ce que vous faites. Et là, j'étais excessivement gêné parce que j'habitais ce lieu où nous sommes en ce moment et j'avais commencé à tripoter la sculpture. Et il m'a semblé que, en tripotant la sculpture, j'étais beaucoup plus heureux et à mon aise qu'en peignant. Et alors j'étais embêté parce que je dis, je suis embarqué dans une affaire où je ne suis pas, peut-être pas pleinement heureux, alors qu'avec la sculpture que j'ai découverte, j'avais une impression d'être dans le ton. J'avais trouvé la note qu'il fallait en moi, c'est secret, on ne peut pas savoir, on ne peut pas expliquer. J'avais un contentement absolu. Alors il a fallu que je m'en explique, mais je le confie à ce Canveller. Alors il dit, écoutez ça, alors je ne peux plus rien pour vous, c'est à vos risques et périls. Et alors je suis rentré chez moi ici, et je suis resté, j'ai traversé le désert encore pendant, alors ça se pétait en 47, jusqu'en 55, je suis resté dans le désert, même plus, 58, traverser le désert. Vous êtes comme à l'état natif, et vous ne sentez pas la fatigue, vous dormez bien, vous ne regardez jamais la pendule. Alors, c'est plutôt ces effets-là qui sont remarquables dans une vocation, par exemple, parce que je pense quand même avoir une vocation. Moi, je pense que c'est absolument complet. Moi, le sculpteur est par définition, aime la matière, travaille avec elle. Je suis très, très sportif, très physique, quand j'étais. Et ça, je veux dire, ça allait de soi. Je ne sais pas si c'était le plaisir des mains ou le plaisir de l'esprit, tout marchait absolument ensemble. C'est un oasis dans la ville. Vous voyez, je ne l'entretiens pas. Je ne suis pas bourgeois pour ça. Enfin, j'y suis absolument libre. Je suis à l'écart de tout, vous entendez, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas. Je suis parmi les arbres. Pour moi, c'est un lieu auquel je ne rêvais pas, mais enfin, il est là, je veux dire. J'ai eu cette chance, j'ai d'ailleurs toujours un peu de chance puisque je vous connais. Non, mais en d'autres événements aussi, je pense que j'ai assez de chance. On m'écrit, les Américaines surtout, comment elles m'écrivent, Ipoustegui, au-delà du fleuve et sous les arbres. Voilà donc, voilà comment ma maison est située. Et ça arrive. Roger est un homme qui a disparu ici, un garçon qui a disparu ici. Voilà. C'est un hommage à lui parce que, bon, je pense qu'il y avait une affection entre nous tous. C'est d'ailleurs les seuls gens que je tutoie, ceux qui restent. Enfin, il n'y en a plus beaucoup. C'est un lieu, ça a été un lieu d'accueil depuis, surtout depuis 68. Je me souviens que je m'étais décidé à faire dans mon travail de sculpture et de dessin une année sabbatique en 66. J'avais loué un atelier à côté du Cirque d'hiver à Paris. Là, je connaissais un jeune homme à l'époque qui voulait faire un film sur moi, qui l'a fait d'ailleurs. Il en a fait sans arrêt sur moi ensuite. Et on parlait souvent en politique, c'était le temps où il n'y avait pas de chômage, 67, il y avait une certaine marche euphorique des affaires. Et je me souviens, ils étaient jeunes, et ils me disaient qu'il y allait avoir quelque chose. Alors il y a eu quand même cette secousse
étudiante de 68, et à la suite de quoi, comme ils connaissaient déjà, ils sont venus habiter chez moi. Oui. Je pense que en combien, je sais pas moi, en 25 ans, il y a bien eu 150 personnes qui ont passé là, mais il y en a qui ont resté 12 ans. D'autres passaient 8 jours. Alors, ils étaient dans la grande maison là-bas, où j'ai jamais mis les pieds, où j'ai jamais dormi. Alors c'était à eux, mon lieu là où nous sommes a été très respecté, ils venaient pas m'ennuyer, je ne les ennuyais pas, ils n'ont fait jamais aucune déprédation. Je pense qu'ils aimaient bien être ici, parce que de temps en temps il y en a un qui passe, me dire bonjour. Je ne dis pas pour... C'était un accueil quand même non payant. À ce moment-là, j'étais pas encore j'avais peut-être 40 ans, eux en avaient 20. J'ai toujours été tout petit obsédé par les bons hommes, dessiner les bons hommes, dessiner les bonnes femmes. J'ai un grand plaisir de voir les êtres humains, leur anatomie. Ça arrive, c'est mon premier appel, ça. Et en général, quand je fais une sculpture, elle est déjà bâtie dans ma tête. C'est rare, je ne pars jamais au hasard. Ma pensée m'a envoyé un message, j'essaye de réaliser ce message, et jusqu'à temps que je ne puisse plus aller plus loin. Mais à un moment, on sait qu'elle est finie. On subit, enfin moi, je subis une sorte d'orgasme mental c'est fini. Et ben je reprends une autre après, qui se rapporte à l'anatomie humaine, à l'homme, à la femme, plus que les animaux. M'intéresse toujours au premier chef, et j'aime les images, j'aime le réalisme en images, j'adore ça. Je ne le suis pas. Oui, je ne le suis pas moi-même, mais enfin, l'appel profond, c'est l'homme. Il est englobé dans des situations visuelles que j'ai vues, que j'ai connues. Il exprime des émotions que j'ai ressenties. Quand vous êtes obsédé d'une chose, vous vous endormez, elle va apparaître. Il m'est arrivé, pas 100 fois, mais très souvent, de visiter mes propres expositions dans mes rêves. Et ces expositions me surprenaient parce que je ne connaissais pas du tout les pièces que je venais de voir. Mais, je ne sais pas par quel moyen, j'en mémorisais une ou deux, et au réveil, j'arrivais pas à le recopier, mais à m'en inspirer à 80%. Donc j'ai visité mes expositions en regardant des œuvres qui m'étaient inconnues. Je sculpte parce que ça m'est facile. Je dessine parce que ça m'est facile. Ah non, il n'y a pas de fil conducteur. A priori, j'y songe pas. Mais si je me retourne dans les œuvres exécutées, on s'aperçoit qu'il y en a un. Vous ne vous quittez pas. Je ne peux pas me quitter intérieurement. Je veux dire, je ne peux pas aller d'un lieu à un autre. Je peux déplacer mon corps, aujourd'hui voir la montagne, prendre l'avion et voir le désert le lendemain. Non, l'esprit ne fonctionne pas comme ça. Malgré lui, il est dans une certaine ambiance, et qu'il veuille ou non, il creuse son sillon, et on ne peut pas échapper à ce sillon. Alors, c'est pas la peine de s'en occuper. Pas la peine d'essayer de faire du nouveau,
c'est pas la peine d'essayer de faire de l'ancien. Je m'occupe pas de ça. Il y a peu de cassures, mais enfin c'est toujours intérieurement il y a peu de cassures évidemment, puisque je vous dis qu'on ne se quitte pas. Maintenant pour le spectateur il peut sembler en avoir s'ils ont pour celui qui veut scruter et étudier la pièce, mais il faut penser que les œuvres sont faites pour être survolées d'un regard comme ça. Et on peut y voir des ruptures. Alors, les ruptures commencent en 75, un peu quand j'ai essayé de traiter des choses fluides. L'eau, par exemple. Ensuite, quelque chose de plus fluide comme l'air, l'atmosphère. Et en 84, le tournant petit à petit était pris. J'avais remarqué, toute mon œuvre est en mode fait, toute l'accumulation des renseignements se fait par voie visuelle. Et bon, c'est ce matériau visuel qui ensuite, par mon esprit, et sans que je veuille toujours, est remanié et agencé d'une certaine façon. Et j'observe donc beaucoup les choses avant de faire des études, d'abord souvent documentaires, encore que de moins en moins, comme si j'avais l'assurance un peu d'avoir acquis une connaissance là. Et en promenant là dans le jardin, sous le soleil, généralement je vis nu l'été, j'avais mon ombre projetée sur le ciment. Et ça m'avait frappé. Et comme habituellement j'environnais mes personnages de choses appartenant à notre environnement, justement, par exemple l'homme poussant la porte, il y a une porte autour de lui, la femme au bain, etc. Mais j'ai dit c'est l'ombre de notre premier environnement. Et je dis ce n'est plus la peine que j'accompagne mes figures, mes anatomies, avec quelque chose de mon temps, je vais les accompagner avec quelque chose de toujours, c'est-à-dire cette ombre. L'ombre, c'est un plan. Les parties d'atmosphère entre moi et l'ombre, c'est un volume simple. J'ai enveloppé mes anatomies de cette impression que, pour moi, que j'essayais de traduire l'ombre et la lumière, c'est-à-dire en traitant d'abord de l'ombre comme environnement, je traitais obligatoirement de la lumière qui m'amenait cette ombre. Et là se trouve à peu près la rupture. C'est une chose qui m'obsédait depuis 75, 80, et c'était très difficile de projeter, de réaliser cette obsession en utilisant le corps humain qui est en fait quand même très complexe. Et je me suis, si vous voulez, fait la main sur des choses très simples. Un cône, une pomme, un cylindre, des volumes tout à fait simples. Mais comme je suis pas abstrait, qu'il faut que je vive avec l'environnement, ça a été une pomme, c'est une poire. Toute la série des volumes découle de cette étude sur les ombres et les portions d'atmosphère qui se trouvent les entourer ou les accompagner et qui sont sculptées. Alors je dis, je suis un magdalénien, mais j'essaye de dessiner la lumière comme on dessinait, le magdalénien dessinait un bison au galop. C'est très prétentieux, mais si on n'est pas prétentieux, il vaut mieux rester couché. Donc, partant de cette idée, j'ai glissé petit à petit
à la figure humaine. C'est pour ça que vous voyez ces jeunes filles, toute cette série de jeunes filles, enveloppées par des grands plans, qui sont à la fois des plans d'ombre ou d'atmosphère qui accompagnent mon personnage, d'où il surgit par certains points bien précis. Pourquoi des points bien précis? Quand je vous regarde, je sais bien en penser, je connais votre anatomie, vous êtes grand, mais en ce moment je vois que la pointe de vos lunettes, je ne vois pas votre corps. J'ai remarqué qu'on était toujours amené à fixer un petit élément de la réalité. Elle est englobée dans un formidable chaos. Donc, j'ai privilégié, si vous voulez, certains points plus que d'autres. Mais je vous dis, ça ressort toujours de l'observation. Ça n'a rien d'intellectuel, ça n'a rien de plastique. La plastique arrive après. La plastique n'étant que le résultat. Effectivement, moi je suis encore dans l'aventure. L'exploit sportif a été réalisé avec cette grande sculpture de Berlin, la version d'Ecbatane. Je l'ai réalisée parce que je travaille toujours seul. Alors cette grande sculpture qui fait 7 mètres de haut sur 20 mètres de long, j'ai donné au fondeur son modèle. Mais ce modèle, je l'ai fait tout seul. Alors c'est quand même, je ne sais pas si c'est bon au point de vue, si ça touche les gens, mais au point de vue sportif, il y a une certaine valeur. Je devrais avoir une médaille, là, comme aux Jeux Olympiques. Le dessin doit exprimer la vérité que vous voulez communiquer. Vous avez d'abord la vérité que vous avez le plaisir de vous communiquer aussi. Vous voulez vous révéler ce que vous avez senti. Vous ne voulez pas le révéler a priori aux autres. Et c'est ça qui fait votre bonheur. Ce n'est pas de vous montrer un bon dessin, ou faire un dessin pour que vous mettiez dans votre salle à manger. C'est de faire un dessin qui me prouve l'exploit ou cette faculté heureuse que j'ai à me rencontrer, à rendre ce que je pensais. Je ne fais pas le dessin préparatoire pour mes sculptures, parce que ça me viderait un peu de l'envie de faire la sculpture. Je me décharge de mon potentiel d'intention. Alors j'aime mieux partir directement, comme les marbres, ce sont des tailles directes. C'est-à-dire, il y a un bout de marbre, je le contemple, je tourne autour et je le laisse reposer, je penche et je vais arriver à un moment à m'inscrire dedans, j'ai plus qu'à tailler. Ça s'organise dans ma tête. Non. Par contre, j'aime souvent, quand ça a été fini, quand j'ai eu une joie, cet orgasme que je vous dis, de me laisser aller à faire des versions. Comme, par exemple, cette comique de la vie moderne, vous avez exposé. C'est un jeu autour. C'est un jeu autour, à propos de ma propre œuvre. Mais c'est pas préliminaire. C'est pas préliminaire. C'est plutôt des cabrioles autour que j'aime faire, parce que quand on est content, n'est-ce pas, on fait des pirouettes, on grimpe sur les murs, on saute sur une chaise. Mais ça n'a pas été un travail L'élaboration était faite dans ma tête avant. Je n'ai jamais attaqué un marbre en disant je vais l'ouvrir en deux, je vais faire une connerie dedans. Ça ne m'a jamais effleuré. Le dessin non plus d'ailleurs. Mais comme je suis prétentieux donc pour dire ces choses-là, je suis d'autant plus que là-dedans on ne peut pas faire de faute d'orthographe. Alors je n'ai pas
je n'ai pas de retrait, si vous voulez. Laurent Delvalsto qui a dit ça. Les choses sont impossibles ou divinement faciles. Je vis à une certaine époque et que je suis environné moi-même. Je subis, d'une façon bonne ou mauvaise, les pressions naturelles de cet environnement. Il est évident aussi que j'appartiens à cette génération. Je vis dans un pays où il y a une constitution, que depuis que je suis né, c'est à peu près, même si les républiques se succèdent, c'est à peu près le même genre d'esprit. Je suis amené à prendre mes renseignements là où on me les donne, c'est-à-dire en fin de compte quand même d'une façon officielle, en fin de compte. Même si on dit nous sommes libres, c'est quand même le discours officiel qui tient, qui essaye au moins de tenir l'État en cohésion. C'est forcé. Supposez que je sois né à Moscou. Peut-être que j'appartiendrai au Parti communiste, je ne me poserai pas de questions. Ça m'irait bien. Je serais né à Berlin. Je suis né en 1920. J'aurais peut-être levé le bras comme les autres quand Hitler passait. Faut pas s'affoler non plus là-dessus. Ça, j'ai refusé très vite ces choses-là. Alors je regarde les autres avec, s'ils me font peur avec effroi, s'ils ne me font pas peur avec une certaine sympathie, mais mon œuvre par elle-même, elle n'est pas celle d'un militant particulier. Il y a toujours une relation de l'événement, parce que bon, quand il est vif et aigu, on est un sismographe aussi, on vibre. Moi j'avais des gens, je vous dis, chez moi jusqu'au plafond, c'était des agissants, mais c'était surtout pas mes élèves. Ils me regardaient travailler, d'accord, quelques-uns faisaient de la sculpture. Donc c'est les femmes et les hommes. C'est là que j'ai dit que les femmes ont tenu le coup, pas les hommes. Ils m'accompagnaient à Carrare, etc. Ils travaillaient dans un coin, mais jamais j'étais là pour leur dire quoi que ce soit. Moi qui suis prétentieux, je suis tombé sur des personnes encore plus prétentieuses. Je devais être un gentil couillon pour beaucoup qui leur offraient l'hospitalité. Ça n'avait pas plus d'importance que ça. Mais, je veux dire, c'est pas péjoratif ce que je dis. Rappelez-vous quand vous étiez jeune, on vous devait tout. Alors si vous ouvrez votre porte, ça va de soi. Encore qu'ils avaient les limites, je dis, n'étaient pas... Ils saccageaient pas les endroits où ils étaient. Mais enfin, je crois que j'étais considéré avec une sorte de mansuétude sympathique. Enfin, considéré, voilà, ça... J'essaye d'affiner ma pensée. Je ne suis pas modeste, encore un truc. Je suis discret. C'est une grande différence. Je ne suis pas modeste pour faire ce que je fais. Un créateur ne peut pas être modeste, même en politique. Vous ne pouvez pas être modeste si vous ne faites pas le pas et si vous vous engagez pas. Si vous vous engagez pas, oui, d'accord, vous êtes ni prétentieux, mais si vous ne pouvez pas être modeste. Le président de la République ne peut pas être modeste. C'est pas possible. Moi, je suis discret. Mais je suis inexplicable. Je dis, je suis le plus fort du monde dans mon atelier. Je suis le plus grand sculpteur du monde dans mon atelier. Les gens verront ou ne verront pas. Ça n'a pas grande importance. C'est le premier complément, direct, je dirais. C'est pas un homme, c'est une femme. C'est une femme, c'est le sexe opposé. Une préoccupation naturelle et constante et
sans problème. Si c'est une obsession aussi. Cet homme, vous êtes obsédé par... vous êtes une partie du procréateur. Vous êtes un des procréateurs. La vie ne peut pas se propager sans vous. Ça, c'est pas pour moi possible. Mais enfin bref, le monde est tellement pléthorique en ce moment que bon. Mais vous ne pouvez pas avoir dans votre tête. D'ailleurs, il y a des tas de trucs qui ne pensent qu'à ça, etc. Bon, on rigole beaucoup sur le sexe. C'est une chose qui effraie beaucoup les gens. Alors, ils aiment en rigoler, quoi. Ça fait passer la pilule. Ben, certainement que ça fait toujours un peu peur. C'est important d'ouvrir la porte à la vie aussi. Elle fait partie de mes pensées, enfin, je dirais même, elle fait partie même de ma constitution, puisque je suis né d'une femme. Et comme j'aime l'anatomie, je ne vois pas pourquoi me refuser de faire des femmes, ou de les chanter, ou de les haïr même, attention. Ça pourrait être ça, encore que j'ai pas un esprit très haïssable envers les êtres humains. La fille, la mère, c'est le sexe. Dès l'instant que... C'est toujours le sexe, même l'homme, c'est le sexe. On appartient à une race une espèce bisexuée. Quand vous êtes deux. Vous avez en vous aussi le sexe opposé à celui qui paraît chez vous. Et votre sexe ne demande qu'à être en contact avec cette part manquante qui est le sexe opposé. Donc, ça c'est le fond du problème. Il est nécessaire de faire ce que je fais, puisque je suis appelé à le faire. Pourquoi il n'y a pas un frein en moi qui dit arrête, il y en a marre? Bon, jusqu'à présent, cette chose-là n'est pas arrivée. Au contraire, je suis obscurément poussé à continuer et à faire. Parce que je pense que l'homme est dans l'univers, est un maillon de la chaîne qui doit nous amener toujours plus loin qu'on est. Depuis les origines de la vie, on suit l'évolution. On s'aperçoit qu'il y a une forme d'amélioration et de prise de conscience de plus en plus aiguë. Pour arriver à nous, évidemment, où en ce moment, nous sommes l'espèce qui a la conscience la plus aiguë, alors que le chat en a une, hein. Nous sommes beaucoup plus affinés. Alors je pense qu'il y a quelque chose, parce que pourquoi la nature, oui, cette chose dans laquelle nous sommes, aurait-elle engagé cette affaire si c'était pour rien? Donc ça ne peut pas être pour rien. Voilà ce que je dis. Donc, c'est pas pour rien que je fais quelque chose. Mais pourquoi ça? Je ne cherche pas la nuit. C'est pas pour rien. Je me débrouille bien avec les matières. C'est là où quand même je suis un manuel, pas de doute. Et je me débrouille bien avec la matière, je sais la traiter. Quelle que soit la matière, ça peut être du polystyrène, du marbre ou du béton. Je n'éprouve pas de difficulté. Je domine assez bien mon sujet. Et chacune a ses particularités aussi qu'il faut respecter. Vous ne faites pas une sculpture en ciment comme vous faites une sculpture en marbre. Vous ne faites pas une sculpture en bronze comme vous faites une sculpture en marbre. Donc il y a quand même cette concertation avec la matière qui aussi me dicte des limites. Mais je pense que dans l'intimité de nos rapports, on s'entend bien, quoi. J'arrive à lui dire un peu... Elle fait à peu près ce que je lui dis de faire parce que il me semble lui demander ce qu'elle peut faire. Le marbre, c'est de la taille directe. Je lui ai pas... C'est un peu mythique, les gens disent « Oh, la taille directe, si ils se font tout un monde ». Ça m'est naturel.
Ça va très vite. J'adore ça, j'aime ça. Oui, c'est une pierre qui, lustrée, lissée, capte sur une très faible partie de son épiderme, sa surface. La lumière vient y pénétrer. Alors il y a, mais c'est très subtil, un petit effet d'opalescence qui aussi donne du luxe au marbre. C'est sans doute pour ça qu'on a utilisé le marbre, ou on a vu qu'il s'utilisait avec assez de facilité, parce que contrairement à ce que les gens croient, il n'y a pas besoin d'outils extrêmement acérés pour travailler le marbre. C'est pour ça que enfin, les Égyptiens ont travaillé le granit qui était autrement dur. Mais enfin, le marbre est une pierre facile à travailler, au grain très fin, qu'on peut attaquer dans tous les sens. Et bon, avec qui on peut faire... Il y a des gens qui font de la dentelle avec du marbre, que je n'ai jamais fait, mais à Carrare, j'avais des ouvriers auprès de moi italiens, mais ils faisaient une dentelle avec un morceau de marbre. J'avais connu quelqu'un à Paris qui s'occupait à ce moment-là, le directeur d'une revue très luxueuse qui s'appelait 20e siècle, dont la femme travaillait à Carrare. Et cet homme, San Lazzaro, m'avait dit « Oh mon vieux, vous devriez aller à Carrare. » Je lui ai écouté, oui. Alors il me dit « Je vous fais un mot de recommandation pour un praticien là-bas. » Un monsieur qui s'appelait Nicoli. J'y suis allé, ça s'est très bien passé. Monsieur Nicoli m'a donné un morceau de marbre qui faisait à peu près 80 cm de haut et dans l'autre dimension à peu près 25 cm au carré de base. Et puis j'ai pris un outil et j'ai taillé dedans. Alors au début, les ouvriers rigolaient un peu, mais au bout d'une semaine, ils étaient tous copains avec moi, j'avais fait quelque chose, j'avais fait mon truc. Et je vous dis, je n'ai pas éprouvé aucune difficulté, je me suis abîmé les mains, oui, parce que j'avais la main gauche qui tenait le burin, ou le ciseau, comme du beefsteak haché, parce que les coups de marteau, quelquefois, au lieu d'arriver sur la tête de l'outil, m'arrivaient sur le point. Bon, c'était un moment... Mais vous voyez, c'est pas une souffrance qui m'empêchait de travailler, je m'entortillais après, quand j'ai vu que ça se passait comme ça, mon poing et le ciseau avec une loque ou un bout de chiffon, pour éviter évidemment de me blesser. Puis bon, au bout d'une semaine, les coups de marteau tombaient vraiment où il fallait. C'est pas difficile non plus de maîtriser ces outils-là. Vous y êtes resté, alors pendant 10 ans, vous n'êtes pas resté à Carrare, vous y alliez de temps en temps, comment ça se passait? Oui, par tranche d'un mois, par exemple. J'étais à l'hôtel, oui. À l'hôtel Michel-Ange, bien entendu. Et parce qu'il paraît que c'était là qu'il venait. Dit-on, il est venu chercher du marbre. Là. Mais, je sais pas, expliquez-moi ou expliquez-nous, je veux dire. Pourquoi vous allez à Carrare? Il y a quelque chose qui vous déclenche? Il y a une invitation? Vous avez un rêve? Non, je vous ai dit que ce monsieur San Lazzaro, dont la femme faisait travaillait le marbre à Carrare, je sais pas. Il était donc en rapport avec sa femme, et il dit, mais Ipoustéguy devrait venir faire du marbre à Carrare pour voir. Et un jour, en parlant, il me dit, je vous fais vous risquez rien. À ce moment-là, j'avais donc, en 66, 46 ans, bon, j'étais dans la force de l'âge, j'y suis allé, c'est comme ça que j'y suis allé. Je voulais tenter l'expérience, et puis bon, j'ai trouvé que c'était tout à fait dans mes cordes au début, puis après, donc j'y suis resté 10 ans. Je me suis mis à un moment d'arrêter, puis peut-être aussi j'ai senti que mon habileté dans le marbre j'étais sur le bord de me nuire à moi-même, si vous voulez, tellement ça me paraissait facile. Et j'ai dit, il faut que je retourne au plâtre, qui est beaucoup plus... on projette plus difficilement sa pensée dans le plâtre, parce que rien n'existe. Mais ça nous oblige justement à construire toute la pièce.
Parce que le désavantage et l'avantage du marbre, c'est qu'il y a déjà une forme préexistante. Elle existe. Quoi que vous fassiez, vous vous arrêtez à n'importe quel moment, il y a une chose sur la table. Et dans une matière qui est, je vous dis, qui est assez séduisante pour le spectateur. Ah ben bien sûr que j'y pense. C'est pour ça que je vis très modestement pour pouvoir présenter chez vous des œuvres qui m'appartiennent. Elles sont en bronze. Sinon, pourquoi? Une sorte de, sans doute une vanité. Et peut-être qu'au fond de moi, il y a une confiance, dans le fond très intime, que je ne peux pas refouler, qui veut que je fasse une chose qui perdure. Encore que ça soit à la fois vain et ridicule, puisque rien n'est éternel. Mais enfin, c'est une chose qui m'habite. C'est une vanité qui m'habite. J'ai plutôt une âme de chiffonnier. C'est vrai que je jette jamais. Chez moi, c'est un capharnaüm. Et je jette même pas une boîte de conserve parce que je dis si je la jette, je vais en avoir besoin demain. Je n'aime pas détruire les choses. Encore moins celles qui sortent de mes mains, bien entendu. Non qu'elles soient sacrées, mais enfin bon, je touche à mon rêve intime puisqu'elles viennent de moi. C'est pas une rencontre qu'on a, d'une rencontre comme ça, d'un hasard, d'une fantaisie passagère de quelques secondes. Je m'y retrouve bien, comme tous les gens qui vivent dans un capharnaüm. C'est pas le goût, c'est pas le goût de l'amoncellement des choses, bric-à-brac. C'est simplement que je suis toujours pressé pour faire quelque chose et j'ai pas le temps de ranger. Alors de temps en temps, quand même, quand je commence une œuvre pour un peu, je fais de la place. Mais je fais de la place en entassant les choses dans un coin qui vont peut-être rester 10 ans, là. Alors, je dis donc, j'entasse les seaux, je suis quelquefois surpris de les dégager d'un amoncellement de choses. Oh, j'ai ça, j'avais ça. Oh mince, je cherchais ça depuis 5 ans, je croyais que je l'avais. Qu'on me l'avait piqué. Enfin bref. C'est l'œuvre, oui, au point de vue exploit sportif et dimension, c'est évidemment la plus grande. Mais oui, c'est une version. Les Allemands s'étaient fixés comme objectif que de me commander une sculpture qui s'appelle Ekbatan. Mais ils voulaient que je la fasse très grande, à 7 mètres de haut. Alors dans la réalité, l'original, si vous voulez, avait 1,65 m, 1,70 m de haut. Et j'ai dit, tiens, j'ai jamais fait une sculpture monumentale comme ça. Comme je travaille tout seul pour le faire 20 mètres de long et 7 mètres de haut, je vais avoir des surprises, effectivement. Les points de vue ne sont pas les mêmes. J'ai longtemps travaillé sur une cuisse qui m'embarrassait, la cuisse de l'homme, parce que les dimensions étaient bien en rapport avec mon modèle, mais en grand, c'était impossible. Et donc, j'ai longtemps, en grand, assez tâtonné pour faire cette partie anatomique. Le reste a été bien. Et j'ai changé l'autre partie de la sculpture qui se trouve devant, parce qu'elle n'aurait pas pu tenir à une grande échelle, celle que j'avais fait en petit. Il y avait des porte-à-faux trop forts. Alors, j'ai donc remodelé cette partie-là en fonction des fatigues mécaniques du bronze, etc. Mais c'est une chose où je suis assez passionné aussi pour ça. Alors j'ai fait ça pendant donc 6 mois, dans la mesure où je fais tout seul, je vous dis. J'ai jamais eu un gars, même pour me gâcher une bassine de plâtre. Non, je me souviens que je faisais ça en habit des gars qui font du judo, là. Parce que il est blanc, et que j'étais couvert de plâtre, et que ça... ça passait mieux. Ils étaient venus d'Allemagne, je ne sais pas comment ils m'avaient connu. Oui, un monsieur qui a fait éditer d'ailleurs les gros livres que vous avez, les meilleurs au point de vue iconographique, ils sont assez complets, à monsieur Rouqueberlé, qui à l'époque, je l'appelais le Napoléon de Berlin. Il avait les clés de toutes
les réserves de vivres de la ville de Berlin, parce que vous savez qu'à un moment, il y avait eu le blocus de Berlin avec les Russes. Ça avait été ravitaillé par les avions américains. Alors, ils ne voulaient pas se laisser prendre 2 fois de suite dans le piège. Alors, il y avait une usine à gaz qui était transformée en réserve de boîtes de conserve. Ils me faisaient voir, mais jusqu'en haut, jusqu'au plafond. Et puis, il y a des caches terribles, boîtes de conserve, petits pois, etc. Et il avait un trousseau de clés épais comme deux fois mon poing dans ses poches. Il m'a fait après aussi de grandes expositions à Berlin, et puis aussi à la National Gallery, etc., qui possède aussi des œuvres à moi. Mais j'ai commencé en sculpture aussi, par me refaire les dents sur de l'abstrait. Et comme l'abstrait, je ne le digérais pas si je n'avais pas vraiment de sujet, je ne me sentais pas motivé à faire des formes. J'étais motivé à vouloir dire avec des formes ce que je pensais. Et ce que je pensais n'était pas abstrait. Quelquefois, je me défendais en disant « je ne pense jamais en abstrait ». Je ne sais pas si vous avez rêvé, c'est jamais abstrait, c'est des choses qui se passent, des événements plus ou moins effrayants, mais ce n'est jamais abstrait. Alors, comme je ne rêve pas en abstrait, je ne veux pas faire de l'abstrait. Enfin, c'est pas que je voulais pas, puisque j'en ai fait, mais c'était faire des gammes comme quelqu'un qui fait des gammes au piano avant de jouer une partition, qui apprend son métier comme ça. Et puis, pour que ça soit pas abstrait, cette série-là, ce sont des séries de villes. J'appelle ça des villes. Parce que les villes, bon, c'est des pâtés de parallélipédiques, cylindriques, etc. Bon, alors, ayant été en Grèce et aimant l'anatomie des hommes et des femmes, ben, j'ai été tout à fait... La Grèce, j'avais un mauvais souvenir parce que c'était classique et que mes professeurs vous dégoûtent à l'école, enfin moi, du classicisme. C'est tellement emmerdant qu'on apprend par cœur. Et puis tout d'un coup, quand même, à 27-8 ans, vous êtes complètement foudroyé, là. Vous apercevez que ce que disait le professeur, c'était bien. Formidable. Et donc, sans scrupule, cette fois, je dis, mais toutes les barrières sont levées, j'ai fait de la figuration. Alors, je suis à Choisy, vous me demandez, donc j'apprends mon métier de sculpteur. J'ai pas de maître. Donc, j'ai toute une période jusqu'en 84-85 où je me forme toujours en exprimant mes pensées, mais où il y a toujours aussi une notion d'étude, de connaissance, où j'approfondis comme quelqu'un qui veut connaître. Et à un moment, à partir de 84, tout ça, je n'ai plus de complexe avec la connaissance. Je savais intimement que je connaissais quelque chose, que j'avais touché, j'avais récupéré du savoir, si vous voulez. Ce qui me permettait d'oublier le savoir. On est gêné quand on ne connaît pas une chose et qu'il faut s'exprimer. Quand on la connaît bien, on s'en fout de s'exprimer bien ou mal. Ça ne compte absolument plus, parce qu'on est sur une base de sûreté. Cette sûreté-là vous permet de dire n'importe quoi. Vous en foutez que vous fassiez des fautes d'orthographe, que vous ne fassiez pas de liaison. Ça n'a plus d'importance. Et là, j'ai commencé donc dans la deuxième partie en utilisant... Un jour, je me promenais dans mon jardin, j'ai des trottoirs en ciment, voir mon ombre portée sur le sol. Et j'ai dit... C'est une chose qui ne me quitte jamais. Quand je fais quelque chose, elle est accompagnée immédiatement de son ombre. Comme je travaille en 3 dimensions, ça fait une chose, ça fait un volume. Automatiquement, j'engage avec le volume l'ombre de ce volume.
Donc j'ai joué en mélangeant des grands plans, donné une impression d'une atmosphère, les choses sont enveloppées d'une façon atmosphérique. Et là j'ai commencé toute la série que vous connaissez jusqu'à maintenant, quoi. C'est pas les bouquins qui m'ont enseigné ça, c'est la sûreté de ma connaissance antérieure, si vous voulez. Je m'appuyais sur une connaissance qui pouvait me dire moque-toi des règles, moque-toi de ce que tu as appris puisque tu le sais, tu n'as plus à t'en faire, tu n'as plus à avoir de complexe, pars. Je pense que c'est un peu ça qui arrive aux gens. C'est très embêtant quand on dit ça aux enfants aussi, parce qu'ils s'arrêtent très vite de meubler leurs esprits. Et quand ils vont voler après, ne sachant rien, ils vont avoir des surprises. Alors j'ai fait les fruits parce que adapter mes nouvelles idées à l'homme était d'une grande complexité. Un homme, c'est beaucoup plus complexe. Je suis retombé sur la fameuse pomme d'origine, n'est-ce pas, qui est l'origine de tous nos malheurs, et qui est simple, c'est une sphère. Ah oui, parce qu'avant, dans ma période d'études, j'accompagnais souvent mes personnages avec un environnement. C'était une baignoire, c'était l'homme qui pousse la porte. Et après, je me suis moqué de ces accessoires quand j'ai su que l'ombre était le premier de nos environnements. Je dis, c'est pas la peine d'aller plus loin, il y a la chose et son ombre ensemble. Ils sont indissociables. C'est à partir de là, j'avais plus besoin de porte, de chaise, etc. Aux petits-enfants, je leur avais expliqué au tableau noir en faisant des dessins. Cette ombre dans l'espace, évidemment, à un moment, c'est un plan qui se trouve être entre la partie éclairée et l'ombre. L'ombre et la lumière sont séparés dans un plan dans l'espace qui semble pas être de la matière, mais c'est un plan. Et alors d'un côté du plan, ça scintille, c'est éclairé. De l'autre côté du plan, c'est l'ombre, ça commence à être, c'est noir, enfin disons en gros. Bon, j'ai utilisé ce plan entre la lumière et l'ombre pour faire séparer autour de mes personnages des portions atmosphériques, et ces plans enveloppent en fait la chose sculptée. Ce sont des suggestions de plans qui se trouvent entre la lumière et l'ombre. Alors, en peinture, ça se fait, on voit facilement, Rembrandt, il m'aimait jouer à la lumière, il y a une partie éclairée, une partie ombreuse, on le sent très bien. Dans la sculpture, il n'y avait pas besoin de le faire. Dans la mesure où c'est un volume et que c'est le mouvement de la lumière autour qui donnait les reliefs, et que si c'était dehors, ça changeait à chaque moment de la journée. Moi, j'ai voulu dessiner, si vous voulez, dessiner ces ombres. Alors longtemps, j'ai cherché, et un jour, je dis, il faut que je dessine ces ombres. Cherche pas midi à 14h, dessine l'ombre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu veux la dessiner, dessine-la. Puis après, tu la dessineras dans l'espace, puisque vous savez que le dessin et la sculpture, c'est très proche. Enfin, vous le savez, vous ne le savez pas. Je l'ai dessiné, j'ai dessiné des plans, d'abord sur le papier, et après autour de ma sculpture. Généralement des grands plans d'une grande simplicité. Oui. Et je disais même cette phrase prétentieuse, je veux dessiner, il faut être prétentieux, sinon on ne fait rien. Je veux dessiner la lumière comme un magdalénien, je disais, dessiner un bison au galop. Vous voyez donc la prétention inouïe. Alors donc j'ai fait ça, quoi. Et c'est ça qui fait que autour d'une jeune fille, puis j'avais pris le thème d'une jeune fille, s'épanouit des tas de plans. Elle est noyée dans des plans très simples.
accompagné de plans très simples, dans lesquels d'ailleurs quelquefois se porte son ombre, découpé aussi comme si c'était une matière. Voilà toute la série des jeunes filles. Alors là, ce sont des plans, je dirais presque intellectuels, par rapport à la connaissance que j'ai qu'il y a un plan qui reçoit d'un côté la lumière et un plan qui reçoit l'ombre de l'autre côté. Mais, bien entendu, ce n'est pas scientifiquement appliqué. Donc, c'est une interprétation qui, pour cette personne, est communiquée, pour d'autres qui ne le reçoivent pas. Alors, je ne le fais pas pour que des personnes le connaissent, je le fais pour le plaisir, si vous voulez, de le faire et de l'exprimer. Alors, je vais tomber sur des gens qui aiment, d'autres qui exècrent. Voilà, c'est tout, la seule différence. Oui, la danseuse s'est prise sur une position que Soria Bolani, on l'appelle. Ah, souvent quand elle patine. Bon, en regardant la télévision, j'ai vu ça. Les jambes, j'avais été frappé par le mouvement des jambes de Titi Caron quand elle plongeait. Alors là, ça c'était la période d'étude. Alors, on voit bien les jambes. Alors donc, c'est une étude aussi là, de mouvement, etc. Ça s'appelle les plongeuses. J'ai doublé les jambes. On a 4 au lieu. Et Surya Bonali, c'est pas son visage d'ailleurs. Hein, c'est un mouvement d'ensemble dans l'espace, avec toujours ces grands plans. Il y a Lendl aussi que je trouvais bien, mais je le trouvais bien parce qu'il était critiqué parce que c'était un bon ouvrier. Si vous voulez. Ça, il mettait tout le monde en rogne, parce qu'il a gardé 6 ans sa couronne parce qu'il était un bon ouvrier. C'est bête, hein, il tape comme... Ah, c'est bête, hein. Et en tout cas, il remportait le match. Alors ça, je trouve, c'était un hommage aux travailleurs, parce que je me rappelle toujours qu'un copain de régiment qui faisait de la peinture, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui me dit « Pousse tes guides, t'arriveras jamais à rien, tu es un laborieux ». Alors, parce que pour lui, c'était l'inspiration, c'était le ciel qui vous descendait sur la tête, qui vous déclenche une étincelle de génie. Tu n'arriveras à rien parce que tu es un besogneux. C'était un grand personnage que je voulais comme ça, enveloppé de son propre mystère, toujours en utilisant cet enrobement des volumes. Et voilà, elle avance donc toujours masquée, parce que je dis chacun de nous est masqué, même moi, puisque vous me demandez après des confessions intimes, je ne vous les donne pas, donc je porte un masque, tout le monde porte un masque. Mais c'est toujours la suite de mes études sur les choses qui sont enveloppées dans l'atmosphère, par l'atmosphère, pas enveloppées par des costumes, par l'air lui-même, hein, comme on dit tout à l'heure. Justement, alors, c'est parce que j'avais fini ça et j'avais téléphoné au fondeur, on s'était mis d'accord sur le prix, donc il m'envoie un camion et les ouvriers pour mettre le modèle dans la camionnette, et je sais, au moment d'enlever, il me fait signer un bon d'enlèvement, comme toujours on fait dans ces cas-là, et il me dit « mais comment elle s'appelle ?» Alors je me gratte la terre, je dis « elle n'a pas de nom ». J'avoue, je n'avais jamais pensé jusqu'à présent de la baptiser. Allez, là, il a écrit « elle n'a pas de nom » sur son bon d'enlèvement, si bien qu'elle s'appelle maintenant « elle n'a pas de nom », mais en revenant, ils lui ont trouvé un nom, les ouvriers, parce que c'est très drôle comment vous allez voir le nom qu'ils lui ont donné. Ils l'ont ramené, on vous ramène Belphégor. On vous ramène Belphégor. Alors vous voyez, bon. Il fallait que je représente un soldat ou un corps qui soit, enfin, pas détruit, mais abîmé par la guerre, quoi. Les traumatismes dus aux hostilités, et l'intervention du service de santé qui le remet en état.
pour ça que d'un côté, il y a le bras d'un médecin qui l'attrape sous les aisselles, et de l'autre côté, sur l'autre aisselle, c'est le bras d'une infirmière. Souvent, je démultiplie mes personnages pour qu'il y ait plusieurs attitudes qui donnent l'impression de deux états. On a le corps du soldat très abîmé, avec le passage d'un projectile qui évidemment l'abîme. Dans la mesure où j'ai remarqué que quand on parle à quelqu'un, faut qu'on soit assez proche quand même, que la communication se fasse à courte distance, comme nous sommes en ce moment. On ne voit jamais l'homme en entier. On se fixe sur son regard, on se fixe sur sa bouche, et on ne voit pas là ce que fait la main à ce moment-là. Alors je dis non, on fait un choix perpétuel. Notre œil fait un choix perpétuel. Il n'a pas tellement de vue d'ensemble. Et donc, il me vient à l'idée aussi qu'il n'est peut-être pas nécessaire de faire le personnage en son entier. Bon, enfin, c'est des alibis. J'essaie d'expliquer pourquoi je fais ça. Dans notre civilisation, il est vrai que depuis la Renaissance, depuis les premiers humanistes, là où ils ont commencé à explorer d'une façon un peu scientifique le corps humain, les médecins, les chirurgiens, beaucoup de sculpteurs ont fait un écorché, que ce soit Houdon, que ce soit Ligérissier, qu'il y en a plein d'écorchés. Alors bon, c'est aussi l'aventure de l'homme aussi, l'écorchement permanent. Alors bon, il fait l'écorché. Il est signé d'une certaine façon avec le téléphone, qu'il situe un peu à notre époque. Je dis qu'un jour on pourra lui mettre un portable. Oui, il est plein de violence. C'est un personnage qui est détruit, en fin de compte. Un écorché dans cet état, c'est qu'il est détruit. On aurait du mal à faire revivre comme ça, même à l'hôpital, sur une table d'opération, un gars qui serait dans cet état-là. Derrière, c'est le crâne, hein, il n'a pas de visage, celui-là. Voilà. Non. Mais c'est vrai que tout se décolle. Alors, il a un peu la face projetée un peu en avant par rapport à ce qu'elle devrait être, si vous voulez. Il y a une sorte de décollement des choses par rapport aux autres. C'est aussi un homme moderne. C'est un homme moderne, c'est notre temps, c'est ça que ça veut dire. Il a un cigare à la bouche. Bon, on fumait des cigares au XIXe siècle, il y avait des lunettes, ça remonte loin les lunettes. Mais enfin, ça accuse le côté contemporain du personnage, en plus le téléphone. C'est la première période, hein, toujours ça. L'original était en marbre, et là c'est plutôt anatomique, encore que ça soit une anatomie qui n'est pas médicale, c'est une césarienne en fait. C'est pas, la naissance se fait pas par le sexe, elle se fait par le bas-ventre. Pourquoi? Je ne connais aucune personne dans ma famille qui a eu une césarienne, aucune personne qui a eu des difficultés pour accoucher. Mais c'est donc que j'étais emmené peut-être à magnifier ces jambes qui s'écartent et ces bras qui s'écartent. Ça fait une sorte d'X dans l'espace. Et au point de rencontre, c'est l'enfant, si vous voulez. La cuisse de la femme, les bras de l'homme qui vont extraire l'enfant, et l'enfant, c'est le point de rencontre de l'X dans l'espace. Alors peut-être que ça m'a forcé à remonter les bras qui seraient l'enfant sur le ventre, plutôt que par le sexe entre les cuisses. C'est le spectateur qui va prendre cette responsabilité à son tour, et il doit être entraîné, c'est pour ça que c'est bien avec la sculpture, à faire les 360 degrés autour,
Parce qu'il doit être entraîné de profil en profil à faire un pas de plus pour tourner autour. On ne peut pas s'arrêter devant une sculpture. C'est peut-être pas pour magnifier particulièrement la césarienne. Là, je ne l'appelle pas la césarienne, je l'appelle la naissance. Je ne sais pas comment je passerai mes dernières secondes, mais en ce moment qui vous parle, j'ai la conviction profonde, par exemple, que les jeunes gens que j'ai vus hier et à qui on apprend l'art officiel, je vais détruire ce qu'ils pensent avec ce que je fais. Ça, c'est sûr. J'ai la conviction profonde. Autant mourir avec cette conviction profonde. Parce que alors, ma vie, alors, ça sera vraiment, pour les générations futures, faites surtout pas comme Hippou, c'est vraiment le roi des cons. Il a passé son temps à faire des choses qui sont vraiment de la rigolade et qui valent pas un rond. S'ils sont bons pilons, on est gentil avec lui, mais enfin, ça va comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai la conviction du contraire. Maintenant, oui, j'ai la conviction du contraire. Mais c'est par cette prétention et cette forme d'opiniâtreté qui en découle que mon œuvre se fait aussi à côté des autres. Mais je dis, je suis persuadé qu'elle est valeureuse, qu'elle sera reconnue encore plus valeureuse. D'ailleurs, un marchand, en ce moment, je ne vais pas le citer au micro, il attend que je meure, il en a 100. Il ne va pas les vendre. Et je disais en Amérique, celui qui ne m'achète pas, parce qu'on rigolait comme ça un moment, mais je crois que c'est devant un micro que j'ai dit ça, celui qui ne m'achète pas perd beaucoup d'argent. Parce que le pognon, c'est le roi de la situation. Ils sont tous marrés. Ma réflexion sur moi-même reste la même. Hein, reste la même. Parce que quand vous êtes disparu, vous appartenez à une chose intouchable et votre art devient une marchandise fabuleuse. Parce que il y a la fable de l'homme qui recouvre l'œuvre d'art, la fable de l'homme. Et votre œuvre devient fabuleuse. Si vous êtes valeureux, je pense que je le suis, attention. Hein. Donc il y a une prétention de base dans mon attitude. Mais je dis toujours, si vous n'avez pas la prétention et l'opiniâtreté de faire cette chose-là, il ne faut pas y toucher.